Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jean-Laurent Raconte. Et Jean-Laurent, c'est moi. Nous allons parler ce soir d'une date qui, de mon point de vue, est plus politique qu'historique, que vraiment historique. Il s'agit de 1728. 1728 qui serait la date du commencement de la franc-maçonnerie française et de la première Grande Loge de France. Ah bon, alors nous allons voir ça, tout ça. Nous allons voir tout ça ensemble. Et pourquoi je pense que c'est une date plus politique qu'historique. Donc 1728 serait la date de, de la première Grande Loge de France ou de la première maçonnerie française. Alors, comment est-ce que est né tout ça? Eh bien, paradoxalement, ça naît à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et pourquoi à cette époque-là? Eh bien, parce que, à cette époque-là, on ne parle de la franc-maçonnerie qu'à cause des scandales politico-financiers au sein desquels un certain nombre des frères sont mêlés et un certain nombre d'obédiences maçonniques, mais surtout, il faut le dire, c'était il y a plus de 20 ans, c'est comme ça, enfin, c'était il y a 95, 5, 15, voilà, il y a 25 ans, une obédience en particulier qui était la Grande Loge nationale française, la GLNF. Alors on se rappelle peut-être plus maintenant, mais il y avait le scandale des HLM de Paris, il y a eu le scandale des HLM des Hauts-de-Seine, l'affaire Schuller-Maréchal, avec l'histoire de la loge Silence, Jean-Paul Schiff, Didier Schuller, voilà, le docteur Maréchal, la campagne électorale de 1995, Balladur, Chirac, etc. Et puis, entre guillemets, les frères de la Côte, l'affaire du juge Renard. On se rappelle le procureur de Montgolfier qui, dans le Midi, traquait des réseaux de corruption. On se rappelle de Nice, de médecins, etc. Donc, il y avait un contexte où on ne parlait de la franc-maçonnerie que en termes de scandales politico-financiers. Et ça va durer des années. Alors, on se rappelle, par exemple, du livre de Guylaine Ottenheimer et de Renaud Lecadre, les Frères Invisibles, bah, où toutes les affaires dont je viens de vous parler hein, sont citées, l'affaire Schuller-Maréchal, enfin bon, toutes les affaires de l'époque qui impliquent, je vous le disais, il avait fait un autre livre aussi qui parlait plus spécifiquement de la GLNF, mais bon, où beaucoup de frères de la GLNF sont impliqués. Un frère d'ailleurs de la GLNF, un frère éminent, va faire aussi un livre pour dénoncer un certain nombre de pratiques. C'est Pierre Marion. Alors, Pierre Marion, c'est l'ancien patron de la DGSE, hein, qui est un frère de la Grande Loge nationale française, de la GLNF, et qui va lui aussi s'indigner, etc., d'un certain nombre de pratiques, d'affaires. Quelques années plus tard, il y aura encore Sophie Coignard, un État dans l'État, le contre-pouvoir maçonnique, et encore quelques années plus tard, une version un peu romancée des choses, règlement de compte à la Grande Loge de Michel Varnery, puisque bah, toutes ces affaires vont mener, en ce qui concerne la GLNF, après au scandale Stéphanie, à la scission qu'il y a eu à la GLNF, et à voilà, la façon dont la GLNF s'est reconstruite depuis, notamment avec Jean-Pierre Servel, etc. Enfin bon, tous ces mécanismes-là, ça prend source un peu dans ces années-là où on ne parle de la franc-maçonnerie qu'en termes de scandales politico-judiciaires. Alors la très grande majorité des frères et des sœurs, d'ailleurs, sont offusqués de ça, puisqu'ils disent, mais c'est pas ça, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est pas ça du tout. C'est de la fraternité, c'est, oui, de l'aide comme on aiderait son voisin, son frère, son cousin germain, etc. Mais enfin bon, 99,999% des francs-maçons et des francs-maçons sont des gens honnêtes
qui vivent la spiritualité dans leur loge, etc., ou leur engagement sociétal, ou ce qu'ils veulent, suivant qu'ils sont au Grand Orient, au droit humain, à la Grande Loge féminine, à la Grande Loge de France, à la GLNF, à la GLTSO à l'époque, etc. Bon. Donc il fallait un peu réagir. Alors il y a une première exposition à Tours en 1997 qui était pas mal et qui va servir de base. Car les francs-maçons et les obédiences de l'époque se disent on ne va pas se laisser à la fois traîner dans la boue, on ne va pas se laisser corrompre par un certain nombre hyper minoritaire de frères corrompus. C'est l'époque où avant de conseiller Nicolas Sarkozy de nettoyer les banlieues au Karcher, Alain Boer, alors grand maître du Grand Orient de France, disait qu'il fallait nettoyer les obédiences maçonniques au Karcher et voilà, et être impitoyable sur les dérives individuelles de certains frères, voire des dérives collectives de certaines loges, voire d'obédience. Mais bon, c'était voilà, mais au moins de certains frères et de certaines loges, voilà. Et donc, il fallait non pas allumer des contre-feux, mais dire ce qu'était en vrai la franc-maçonnerie. Donc, il y a une réflexion qui va se mettre en place, notamment autour de deux personnes, parce qu'ils sont grands maîtres à la même période, qui sont Alain Boer, qui est grand maître du Grand Orient, et Michel Barras, à un an près, ils sont grands maîtres en même temps, Michel Barras, qui est le grand maître de la Grande Loge de France. Donc, ils décident de remettre au cœur de la connaissance des gens ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie. Et donc que ce n'est pas des associations de corrompus, mais que ce sont des frères et des sœurs qui vivent leur franc-maçonnerie initiatique, sociétale, voilà, comme ils veulent, mais en tous les cas, qui sont excessivement loin de ces histoires de corruption, de marché truqué, etc. Et ils vont développer un certain nombre d'actions. La plus belle dont je me souviens, c'est une exposition qui aura lieu à Tours en 2002. Ça s'appelle Le franc-maçon en habit de lumière, esprit et matière. Une magnifique exposition qui aura un succès phénoménal. Alors c'est un peu des collectors, tout ça, des choses d'époque que je voulais vous faire voir. Voilà le prospectus de l'exposition. On va présenter des tabliers, on va présenter tout ce qui fait la culture maçonnique, les rituels, les tabliers, etc. Pour la première fois, en 2002, les obédiences étrangères dites régulières, la Grande Loge d'Angleterre, mais également l'Allemagne, la Suède, etc., vont amener des documents, vont amener des décors, vont amener des rituels. C'était inédit à l'époque. En 2002, l'association maçonnique des musées l'AMLA, et là je salue la mémoire de François Rognon, qui a été après président de l'AMLA pendant un certain nombre d'années. Donc l'association des musées maçonniques va se réunir à Tours, va faire une grande manifestation à Tours à cette période-là. Voilà, voilà comment ça se présentait, les documents de l'époque, hein, de 2002, le prospectus, etc. Et donc, à partir de cette exposition qui va réunir les principales obédiences françaises et étrangères, eh bien voilà, on va commencer à parler de la franc-maçonnerie pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire des sociétés initiatiques avec de la tradition, de la culture, un art de vivre, etc. Je peux vous citer d'ailleurs, tiens, voilà, vous voyez le magnifique livre qui avait été fait pour cette exposition. C'est vraiment un magnifique livre qui reproduit une magnifique exposition. On a eu des tabliers. Pour la première fois, il y a eu des tabliers, des bijoux maçonniques, des tabliers, des tabliers de tous les grades. Ils avaient fait un truc extrêmement luxueux comme livre, etc. C'est vraiment un très beau livre. Voici ce que disait à l'époque, je lis, hein, je cite, Michel Barras, le grand maître de la Grande Loge de France. Je le cite comme ça, je peux en citer d'autres. La Grande Loge de France ne peut que se réjouir que les obédiences françaises participent ensemble à Tours à cette manifestation. Cela témoigne de la réalité de ce que l'on appelle la franc-maçonnerie française. Nous sommes heureux aussi de constater que de nombreuses sont les obédiences étrangères qui nous ont confié
pour cette exposition certaines de leurs pièces, c'est ce que je viens de vous dire. Nous souhaiterions que le visiteur puisse y découvrir le vrai visage de la franc-maçonnerie et son caractère universel. On pourra bien y découvrir une histoire, mais non point un passé, car la maçonnerie française est présente aujourd'hui comme hier, héritière de sa tradition, mais aussi toujours porteuse de progrès. Il faut... Pardon, hop. Les francs-maçons de la Grande Loge de France sont sans aucun doute possible des hommes de tradition, et parce qu'ils sont des hommes de tradition, ils sont des hommes de progrès. Notre tradition n'est pas un retour nostalgique dans un passé lointain, elle est bien au contraire une transmission, une évolution. L'espérance du franc-maçon est que demain doit être meilleur qu'hier et aujourd'hui. Si les francs-maçons de la Grande Loge de France se réunissent régulièrement à l'abri de leur loge pour travailler à leur propre perfectionnement, ils le font pour participer pleinement au progrès, à la vie de leur cité et au progrès de l'humanité. L'existence d'une maçonnerie traditionnelle et active est dans un pays démocratique la garantie et l'assurance d'une vraie liberté spirituelle et civique. Michel Barras, en 2002, pour le franc-maçon en habit de lumière. Et voilà d'où va naître cette idée de maçonnerie française à l'époque. Bon, on en est assez loin aujourd'hui, mais l'époque était de dire, voilà, la franc-maçonnerie française a une tradition, une histoire, des rituels, des choses comme ça, et c'est ça qu'il faut promouvoir, et pas autre chose, parce que la réalité de la franc-maçonnerie française, eh bien, c'est celle-là. C'est les loges, c'est la discussion, c'est la spiritualité, c'est le débat, c'est les idées, et c'est le progrès, et c'est pas autre chose. Alors, l'étage suivant sera l'année suivante, en 2003, parce que l'exposition a lieu à Tours. Donc, alors je ne sais plus si c'est marqué dessus, c'était jusqu'au 29 septembre, hein, c'était du 15 juin au 29 septembre 2002, 15 juin au 29 septembre 2002. Et l'année d'après, au mois de juin 2003, il va y avoir une présentation donc, de cette maçonnerie française, eh bien, tout simplement au président de la République, et pour la première fois, ou une des premières fois en tous les cas, mais je crois pour la première fois, les 9 représentants de ce qui était constitué comme la maçonnerie française vont être escalités, reçus à l'Élysée par le président de la République, Jacques Chirac. Alors ils vont aussi, pour être tout à fait exhaustifs, ils vont être reçus à l'Élysée par Jacques Chirac, mais aussi ils vont être reçus également par Jean-Louis Debré, qui était président de l'Assemblée nationale. Ils seront invités à déjeuner par Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre. Ils seront invités à dîner par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Et enfin, le 25, parce que c'était le 23, le 25, ils seront invités par Bertrand Delanoë, maire de Paris, et enfin par Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Et enfin encore, lorsqu'ils vont aller à Lyon, parce que ça y aura une journée à Lyon, par Gérard Collomb, le maire de Lyon. Donc ce sera une série de jours voilà, qui ont commencé après les affaires qui ont marqué la fin des années 90 et le début des années 2000. C'était la réponse ou la réaction de la maçonnerie française face à tout cela. Alors il reste deux, trois choses de cette maçonnerie française. Il reste notamment l'Institut maçonnique de France, qui est toujours depuis l'époque dirigé par Roger Zaché. Et il reste aussi, il y a des prix, il y a le Salon maçonnique du livre, hein, qui s'est longtemps tenu à la Grande Loge de France, qui se tient maintenant à la Bellevilloise. On verra dans les années à venir où ça sera, peut-être au même endroit. Et donc il y a des prix également, il y a les prix littéraires de l'Institut maçonnique de France. D'autres projets ont capoté, comme par exemple, je sais qu'il y avait un projet à Lyon ou à Tours d'un musée, mais qui était en opposition, j'allais dire, avec le musée de la franc-maçonnerie qui est rue Cadet dans les locaux du Grand Orient. Donc ça a été, c'est le Grand Orient et le musée de la franc-maçonnerie qui ont récupéré l'idée de musée maçonnique qui devait à l'origine être à Tours, ou à Lyon, plutôt à Tours. Mais voilà, ça s'est fait à Paris. Ça, c'est la petite histoire. Mais voilà, en 2003, la franc-maçonnerie, alors je vais peut-être vous citer
deux, trois extraits, par exemple, du discours de Jacques Chirac, hein, le 23 juin 2003. En vous recevant aujourd'hui, j'ai souhaité rendre hommage au rôle civique de vos sociétés de pensée, un rôle actif de défense et de réaffirmation des principes républicains, un rôle de vigilance, un rôle de réflexion. Cet anniversaire est aussi pour vous l'occasion de donner une idée juste de la franc-maçonnerie au-delà des clichés et des idées reçues. Vous inscrivez votre engagement dans l'héritage des Lumières, lumière de la raison, de la tolérance, de la solidarité humaine, lumière de la liberté de la raison, de la tolérance, de la solidarité humaine, de la liberté absolue de conscience, la liberté de douter, parce que le doute est moteur de progrès, une liberté que résume bien le triptyque, provoquer et non imposer, suggérer sans proclamer, interroger plutôt que répondre. Bref, la vraie liberté de l'homme parvenu à s'affranchir tant des passions que des carcans sociaux, dit Jacques Chirac, je passe sous son discours. Avant de conclure, cet anniversaire qui nous rassemble aujourd'hui, vous le vivez, j'imagine, comme un engagement renouvelé pour l'avenir, pour d'autres progrès, d'autres libertés. Aujourd'hui, je veux saluer votre action qui a joué un rôle essentiel dans l'enracinement de l'idéal républicain en France. Et en vous recevant toutes et tous, je souhaite vous témoigner le respect de la nation pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Je vous en remercie. Jacques Chirac. Quelques mots peut-être brièvement du discours de Dominique de Villepin, deux jours après, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, dans un contexte de montée des peurs et de l'irrationnel, les valeurs de progrès, de tolérance et de liberté sont plus que jamais indispensables pour redonner à l'homme la place qui lui revient dans notre action, la première de toutes. À l'aube d'un nouveau siècle où les identités et les civilisations jouent un rôle chaque jour plus central, vos idéaux sont aussi ceux qui peuvent permettre à chaque culture de s'enrichir du regard des autres. Il est donc naturel que le ministre des Affaires étrangères soit associé à cette commémoration, d'autant que l'histoire de votre courant de pensée est dès son origine marquée par la dimension internationale, dit Dominique de Villepin. Aujourd'hui, vos 3 millions de membres dans le monde défendent sur l'ensemble de la planète les valeurs qui sont les vôtres. Je salue vos efforts pour fédérer au plan international tout autant que national les différents courants qui vous composent. Création en 2001 de l'Institut maçonnique de France et première réunion en septembre 2002 de l'espace maçonnique européen. Et dans quelques jours, la seconde prévue à Lyon, etc. La France est héritière de votre histoire, comme la franc-maçonnerie est héritière de l'histoire de la France. Je ne me livrerai pas à l'exercice, etc., etc., mais il s'y livre quand même un petit peu. Et il dit enfin, une meilleure compréhension de l'autre est toujours plus nécessaire à l'échelle internationale, y compris entre pays alliés et amis de longue date. Le général de Lafayette, ce héros des deux mondes, pour reprendre les termes de vos prédécesseurs en 1830, nous fournit le symbole fort des liens culturels et politiques avec le monde anglo-saxon. La création toute récente de l'ordre maçonnique de Lafayette va renforcer ce rôle de passeur que vous avez toujours su jouer. Voici ce que dit Dominique de Villepin. Alors, il parle en effet d'un anniversaire. Jacques Chirac, le président de la République, dit on célèbre votre anniversaire. De quel anniversaire s'agit-il? Eh bien, il y a eu un petit problème. Et ce problème, c'était quoi? C'était qu'on savait qu'en 2003, on allait célébrer quelque chose. Et donc, les responsables maçonniques ont demandé aux spécialistes de l'histoire maçonnique, notamment, pour ne pas le nommer à Roger Daché, de trouver un événement qui pourrait correspondre à un anniversaire qui aurait lieu en 2003, je ne sais pas, 100 ans, 200 ans, 150 ans. Ouais, parce qu'en général, on fête quoi? Les cinquantenaires, les centenaires, 150naires, 200naires, 300naires, 350naires peut-être, etc. Bon, c'est ce qui semble un peu logique. Seulement, avec 2003, il n'y a rien. Il n'y a pas de 100 ans, de 200 ans, de 300 ans. Il n'y a rien qui colle à peu près juste. Alors, on va retrouver quelque chose. On va retrouver que ce qui collerait le moins mal, c'est que en 1728, il y a quelqu'un qui est venu en France entre 1728 et 1729, et qui s'est fait appeler, du temps où il y était, le grand maître, ou le maître, ou le grand maître des francs-maçons en France.
Et quand on fait 1728, enfin 2003 moins 1728, ça fait 275. Alors on va célébrer en 2003 les 275 ans de la franc-maçonnerie française. Ah bon? Est-ce que vous avez déjà vu quelque part quelque chose où on souhaite les 275 ans de quelque chose? Évidemment non. Mais c'était le plus petit truc qu'on ait pu trouver à l'époque. Donc, va pour l'anniversaire dont parle Jacques Chirac, et qui va être inscrit partout, nous allons célébrer les 275 ans de la maçonnerie française. Et donc, eh ben, on trouve quelque chose qui est le moins pire, enfin qui peut à peu près coller. C'est 1728. Alors, pourquoi cette date-là? Et pourquoi ce personnage-là? Bah parce que c'est un duc anglais, le duc de Wharton, qui est d'ailleurs plutôt un partisan des Stuarts, enfin même totalement un partisan des Stuarts, dans l'opposition qu'il y a en Angleterre entre la nouvelle monarchie hanovrienne et la dynastie des Stuarts. Il se trouve que Wharton est franc-maçon, et il se trouve même qu'entre 1722 et 1723, il a été grand maître de la Grande Loge de Londres-Westminster, de la Grande Loge d'Angleterre de l'époque, de la Grande Loge de Londres-Westminster. Alors, qui c'est Wharton? Bon, c'est un duc. Il est totalement ruiné par le krach, non pas de 1920, mais de 1720, puisqu'en Angleterre, il y a eu un krach. Il perd des centaines de milliers de livres. Il est pratiquement totalement ruiné. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il va essayer de se rapprocher de la Grande Loge d'Angleterre à l'époque pour essayer d'avoir un petit soutien financier. Donc il est le grand maître, il va demander un soutien financier à la Grande Loge. Et puis en 1725, là pour le coup, il est tellement criblé de dettes qu'il faut qu'il fuit l'Angleterre. Il va essayer donc de se rapprocher du prétendant Stuart en France. Donc il va venir, en effet, après avoir fait un périple, il va venir entre quelques temps, mais très rapidement, en 1728-1729, en France. Et puis, ça ne va pas durer longtemps, il ne fait que passer, puisqu'il va aller... Alors, Wharton, outre le fait que c'est un dépensier ruiné, c'est un libertin, enfin on peut dire ça gentiment, un libertin, c'est un dépravé alcoolique au dernier degré, qui mène sa route de déchéance en déchéance, qui passe en effet par Paris en 1728, peut-être un peu en 1729, et donc il sera le grand maître, le maître des francs-maçons en France. Donc en faire un départ de la maçonnerie française, oui, si tout le monde le veut, je veux bien aussi. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi, plus stuartiste que les stuartistes, ou hanovriens que les hanovriens, et plus français que les Français qui veulent voir là le début de la maçonnerie française, ce qui manifestement elle n'est pas. Et d'ailleurs, Wharton ira, il va essayer de se faire héberger par la cour d'Espagne, et il va mourir, je crois, en 1732, pardon, à 31 ans, de sa vie de dépravé, de son alcoolisme irréfréné. Il va mourir jeune, Wharton, à 31 ans, en 1732, à Madrid. Parce que comme les stuartistes, ça fait toujours rire. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse l'apologie des Stuarts à chaque fois. Enfin bon, à l'époque, les Stuarts, c'était ceux qui étaient les partisans de la monarchie absolue, de droit divin, avec tout ce qu'elle avait de plus rigoureuse, par rapport à, c'est vrai, au parti Whig ou à Walpole en Angleterre et à la Grande Loge de Londres, hein, qui défendait le Bill of Rights de 1689, et puis la monarchie parlementaire et la limitation des pouvoirs absolus du roi de l'État sémois. Voilà. Donc, bon, voilà, les stuartistes, c'était des partisans de l'absolutisme royal, de la monarchie de droit divin, et tout ça. Bon, oui, enfin, c'est pas le modèle, voilà. Donc, on trouve 1728, c'est le truc, et on décide que 1728, ça sera le début de la maçonnerie française, et on va célébrer ça en 2003 en disant c'est les 275 ans, hein, parce que ça tombe, de la maçonnerie française. Donc voilà, c'est comme ça que 1728 est devenu, par la force des choses, puisque on a fait ces commémorations-là en 2003 et qu'il fallait bien trouver une date et un anniversaire de quelque chose. Et Alain Boer, qui
qui était grand maître, qui est une personnalité qu'on connaît et qui est parfois un peu taquin, a décidé d'ailleurs d'apposer sur le sceau du Grand Orient, non plus 1773, mais avant 1728, 1773. Et je crois que d'ailleurs, par la même occasion ou par le même décret, il a fait mettre en bas du papier à lettres du Grand Orient de France obédience régulière et souveraine. Je dis, après tout, elle a des règles comme les autres, parce que vous savez, il y a toujours la bataille entre régulier et irrégulier, la régularité anglaise. Et donc, je crois qu'Alain Boer avait eu ce mot quand on lui a dit « Mais pourquoi le Grand Orient de France est une navigation régulière ?» Il dit « Au moins, ça les fera causer. » Voilà, c'était la taquinerie d'Alain Boer. Ceci dit, 1728 est bien resté sur le sceau du Grand Orient, et je pense que la Grande Loge, voyant que le Grand Orient, du coup, avait pris une date antérieure, s'est dit bah, si c'est le début pour le Grand Orient, c'est pour nous aussi. Et donc, je pense que la Grande Loge de France, je ne sais plus quand, quelques années après, a mis elle aussi 1728, 1894, parce que avant il y a marqué 1894 comme date de création de la Grande Loge. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo, je pense, sur tous les divers noms de l'écosystème et de la Grande Loge de France à travers le temps. Voilà, alors 1728, voilà, ça a été un peu la date par défaut, que tout le monde a repris. C'est une date où ce pauvre Wharton a fait un séjour en France dans son périple de dégénéré qui allait le mener à la mort à Madrid. Bon, voilà, c'est ce qu'on a choisi, tant mieux. De mon point de vue, c'est pas la super meilleure date. Bon, enfin bon, peut-être qu'on aurait pu faire correspondre ça les débuts de la maçonnerie française, si tant est, plutôt au 11 décembre 1743, quand le comte de Clermont devient, là, pour le coup, grand maître des francs-maçons de France, avec la première fois où on utilise Grande Loge de France. Voilà. Ça correspondait peut-être, mais ça ne collait pas, visiblement, avec cette date-là. Enfin, ouais. Pourtant, en 1743, ça aurait pu être, par rapport à 2003, on aurait pu faire les 160 ans, je sais pas quoi, les 260 ans, enfin, je sais pas. On aurait pu faire quelque chose, c'est pas ça qui a été choisi à l'époque. On a choisi 1728. Bon, c'était le choix fait à l'époque. Ce qui est rigolo, c'est qu'on continue à marquer ça comme étant. C'est pour ça que je dis que c'est une date plus politique que véritablement historique. Les obédiences maçonniques françaises ont décidé à peu près d'un commun accord à l'époque que le début de la franc-maçonnerie française, c'était 1728 et pas une autre date. Et vous avez vu comme moi que voilà, ça valait ce que ça valait sur le plan historique. Mais en tout état de cause, ça a eu comme, là pour le coup, bénéfice, ou comme action bénéfique, eh bien que de nouveau on parle de la franc-maçonnerie en général, puis peut-être des obédiences aussi, hein, Grand Orient, Grande Loge nationale, droits humains, Grande Loge féminine, GLTSO, etc., bah, qu'on en parle, non plus en termes d'affaires, en termes de corruption, ces termes-là, mais en termes de culture, en termes de spiritualité. Et donc, voilà, si au moins ça a servi à ça, et je crois que ça a été les 20 ans où la franc-maçonnerie a vraisemblablement eu le plus de succès, le plus d'effectifs, pour mener jusqu'à la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Je pense que c'est entre 2000 et 2020, je pense que si on faisait les statistiques, on verrait que le nombre de francs-maçonnes et de francs-maçons en France a cru de façon assez importante, et peut-être, est-ce qu'on le doit au fait que les francs-maçons de l'époque ont pris le taureau par les cornes pour qu'on parle de la franc-maçonnerie pour ce qu'elle est, et non pas pour les fantasmes qu'elle génère parfois dans la presse à l'époque, sur les réseaux sociaux maintenant, et qu'on en parle pour ce qu'elle est, et que les francs-maçons puissent faire connaître la franc-maçonnerie qu'ils aiment. Je vous remercie, et puis donc à bientôt pour un nouveau numéro de Jean-Laurent Raconte.